En entrepreneuriat, tout est vente. Oui. Et souvent, on ne le réalise pas. Puis en tech, c'est souvent là que le bas blesse. Oui. On fait des produits formidables, mais quand c'est rendu à les commercialiser, c'est jamais, ça passe pas. bien là, donne-moi n'importe quel client rejet qui veut rien savoir de nous, puis laisse-moi aller. Puis je me suis mis à faire des ventes à la stupéfaction générale, tellement que personne n'avait prévu un plan de rémunération pour ma situation parce qu'ils ne pensaient pas que j'allais vendre. Fait que dans la vie, on avance puis on fait ce qu'on a le goût de faire. Bonjour, ici Cléo Maheu. J'ai la chance d'accompagner depuis des années des entrepreneurs dans la croissance de leur entreprise et j'avais vraiment envie de faire briller leur histoire, souvent atypique, en créant le podcast Histoire d'hypercroissance. Cet épisode vous est présenté par Big Bang, qui accompagne les entreprises dans leur croissance en maximisant la valeur de leur technologie. J'ai la chance de collaborer depuis des années avec Big Bang et Gabriel et son équipe, ce sont vraiment des gens, une équipe extraordinaire dédiée à vraiment trouver la meilleure solution technologique pour supporter la croissance dans les organisations. Pour en savoir plus, simplement cliquez sur le lien dans la description de l'épisode et vous pourrez faire l'évaluation gratuite. Ça fait plus de 5 ans que l'équipe y met tout son cœur à la réalisation de ce balado. On voit dans les statistiques que la majorité de nos auditeurs ne sont pas abonnés. Alors, j'ai une faveur à vous demander de cliquer sur le bouton « S'abonner ». Ça aide le podcast plus que vous le pensez. Plus l'audience grandit, plus nous pouvons continuer de vous offrir des histoires hyper inspirantes. Merci et bonne écoute. Madame Isabelle Bété, bienvenue sur mon podcast. Merci. Un honneur de t'avoir avec nous aujourd'hui. Entrepreneur en techno, conférencière, autrice, éditrice, investisseur, mentor, coach, administratrice de société. Bref, c'est long. On a pas mal de choses à jaser. Ça va être le fun. Et écoute, on avait plein de gens en relation qu'on connaissait, mais moi, je viens de découvrir un peu ton parcours et c'était comme, je veux tellement l'avoir sur mon podcast. Donc, merci d'être là, Isabelle. Merci, je suis vraiment pour contente. L'invitation, vraiment. C'est le fun. Fait que là, on veut comprendre. Et ce que j'aime aussi, les personnes que j'ai reçues souvent, c'était souvent des hommes en technologie. Mais là, on a ici une histoire à succès, une histoire d'hypercroissance vraiment technologique où il y a une femme en leadership qui était à la tête de cette entreprise-là technologique. Ça se peut. Oui, ça se peut. Bien, c'est ça. Parlons-en, justement. Parlons-en. Et comme j'aime toujours dire, moi, j'aime toujours bien comprendre l'humain pour arriver à ce succès-là, à ce parcours-là. Donc, d'où vient Isabelle? C'est quoi le parcours? En fait, je viens de Trois-Rivières, de un, je viens pas de Montréal, d'une famille très divertissante, je dirais. Dans ma famille, on aimait beaucoup le sport, la musique, les grandes conversations. J'ai un frère et une sœur et des parents qui nous ont élevés, je dirais, de façon indifférenciée. Dans le sens que, pour moi, j'ai réalisé qu'il y avait une différence d'attitude ou de comportement entre les hommes et les femmes à l'université. Avant ça, pour moi, c'était la même chose. Donc, dans la vie, on avance puis on fait ce qu'on a le goût de faire. Il y a zéro limite, puis il n'y a pas cette espèce de... ces paramètres qui viennent socialement parlant plus tard ou, parce que tu es une femme, telle chose. Pour moi, je n'ai pas été élevée comme ça. Fait que ça n'a jamais été un billet dans ma vie. J'ai commencé à jouer de la musique très jeune. J'avais la sœur de ma mère qui était dans l'Orchestre symphonique de Québec, puis mes parents nous avaient amené un concert, puis j'avais 2 ans. Puis j'ai dit à la suite de ça, moi, j'aimerais jouer du violon. Puis là, mes parents ont fait, il y a 2 ans quand même. Mais Isabelle a une tête dure, donc Isabelle s'est mise à jouer du violon à 2 ans. Puis j'étais pas hyper douée, vraiment pas, mais j'aimais ça. J'ai toujours aimé la musique, le violon. Le sport, je nage depuis toujours. J'ai fait tous les cours jusqu'à sauveteur océanique parce que la natation, c'est l'eau, c'est la moitié de ma vie. Donc, je dirais comme caractéristique une intense. Oui. Vraiment une intense qui est capable d'en prendre, qui en veut, qui se pose des milliards de questions. J'ai commencé à écrire très tôt aussi dans mon parcours, mais j'écrivais dans un journal. Essentiellement pour essayer, je pense, de me comprendre un peu, essayer de refléter sur ce que je vivais, me défouler énormément, mes frustrations. Tu sais, quand tu sens que tu ne cadres pas nécessairement, puis que tu as la tête en point d'interrogation, littéralement. Donc, ça a été beaucoup ça.
Jusqu'à l'école, j'avais de la facilité. Puis de toute façon, c'est comique parce que dans mon livre, j'en parle beaucoup, les différentes personnalités, les facettes de nos personnalités. Il y en a une qui s'est manifestée très tôt, c'était, je l'appelle ma Miss Perfect. T'sais. Donc, toujours vouloir performer, exceller. Fait que moi, peu importe le niveau d'études ou de travail pour un examen, là, j'ai 100 là. Je veux dire, il n'y avait rien d'autre qui était acceptable que ça. Donc, un genre de... C'est ça. Ça, c'était mon profil. J'ai étudié cégep en sciences, sciences pures, pour m'ouvrir toutes les portes. J'ai bien aimé. Mais à l'université, je suis allée au HEC, encore une fois, pour m'ouvrir toutes les portes, parce que je n'avais pas la moindre idée de ce que je voulais faire dans la vie. Zéro. Donc, ça a été le parcours jusqu'à temps que j'entre sur le marché du travail immédiatement après l'université, parce que j'ai beaucoup de difficultés avec la théorie, les cours magistraux, la passivité. J'étais plus capable d'être assise puis d'écouter. Il fallait que je bouge. Oui. Ouais. Fait que ça a été. Ça allait avec, si t'aimes la musique, fait qu'il y a un côté créatif, il y a un côté sportif, il faut que ça bouge, etc. Et toute cette intensité-là, est-ce que tu étais la seule enfant à l'avoir ou tu penses que c'est familial ou comment tu vois ça? On est tous différents. On a une intensité différente. J'ai du mal à évaluer celle des autres. La mienne prend tellement de place, je dirais. On m'a souvent dit, tu sais, je parle moins fort, tu sais, mais c'est pas que je crie, c'est juste que quand je parle, c'est... Il est emballé. Donc, fait qu'il a fallu que j'apprenne à canaliser, à m'ajuster, puis à tempérer. Parce que d'être juste spontanément qui je suis, c'est beaucoup. C'est vraiment Join beaucoup. the club. Puis il y a une chose qui me caractérisait et me caractérise toujours, je suis timide. Je suis plutôt introvertie. Et moi, faire des présentations en public, comme à l'école, faire des oraux, ça me terrifiait. Tellement qu'en début d'année, je savais qu'il fallait faire un oral, puis là, il fallait que je parle devant tout le monde. Ça me gâchait mon année, c'est pas compliqué. Et bizarrement, quand je me suis mis à travailler, évidemment, j'étais du côté commercialisation, du côté affaires, et j'ai eu à présenter, à faire des conférences, et j'ai découvert que sur une scène, je peux être totalement moi-même, puis je suis jamais too much, c'est jamais trop fort. Je suis à la maison, bizarrement. Donc, il y a beaucoup de gens qui pensent, parce que tu parles en avant, que tu fais des conférences, tu es extraverti, puis non, moi, je suis timide. Si je rentre dans une conférence où il y a plein de monde, dans un je sais pas, dans un show quelconque, et les gens, il y en a qui vont vers les autres, puis se présentent, c'est pas moi, là. Moi, je vais rester en retrait, les gens vont venir vers moi, peut-être, mais c'est pas moi, là, qui va faire le show. Je comprends. Il y a un nouveau terme, j'ai oublié ça, mais c'est mes copines qui m'ont donné ça, justement. C'est l'hybride entre l'extraverti et l'introverti. Tu as besoin de te ressourcer à un certain moment donné, d'avoir un certain calme pour aller donner justement une performance. Je me rappelle plus du nom, mais il y a un nouveau terme pour ça. Bon. Fait que ça me fait penser un petit peu à ça. Alors là, tu découvres le côté commercial, après le HEC, mais là, il y a la création d'une entreprise à un certain moment donné. Oui, mais pas tout de suite. C'est drôle parce qu'à ma dernière année au HEC, on avait l'option de créer sa propre entreprise, l'option entrepreneuriat. J'avais fait, intéressant. Tu sais, chez nous, on est une première génération d'entrepreneurs. Fait que c'est pas nécessairement un modèle que j'avais, mais je trouvais ça vraiment intéressant. Fait que j'ai monté mon projet, j'avais le support de mes professeurs, puis à minuit moins une, j'ai fait, non, j'y vais pas. Parce que je me suis dit, si je lance mon entreprise là, j'aurai jamais l'opportunité de savoir c'est quoi le reste du monde. Comment ça se passe dans une entreprise. J'aurais pas cette expérience-là. Fait que j'ai décidé de pas faire ça, mais je savais toujours pas ce que je voulais faire dans la vie. Tu sais, j'avais vraiment pas d'idée précise. Fait que honnêtement, je suis rentrée un peu par hasard chez Xerox, dans la division des grosses imprimantes de mainframe. Là. Ça s'appelait Electronic Printing. Puis, je suis rentrée là. Xerox, c'était une excellente école pour les ventes, mais moi, je ne savais rien de ça. Ils m'ont envoyé en formation pendant presque 2 mois à Leesburg, à Washington. J'étais pas bilingue, mais j'étais engagée bilingue. Je sais pas comment j'ai fait passer cette entrevue, sérieusement. Là. L'adrénaline fait des miracles. Mais là, j'ai pas eu le choix, honnêtement. Ça a été l'immersion. Donc, ça disait ça dans une émission où, ben non, tu débloques ou ben non, tu crèves. Là, ben, c'est ça. Fait que tu débloques. Puis il y a bien des choses qui ont débloqué. Et j'avais vraiment découvert, autant au niveau des études, j'ai trouvé ça long. Autant quand j'ai commencé dans les ventes, c'est très entrepreneurial, les ventes, même si ça a très mauvaise presse. À l'université, si tu allais en comptabilité, c'était très bien vu. Si tu allais dans les ventes, c'était un échec, littéralement, dans la perception. Oui, c'est vrai. Fait que moi, je me ramasse là.
J'ai trouvé ça fabuleux, sérieusement. Tu sais, vraiment comme lâcher lousse, littéralement, à développer ton marché, comme en entreprise, finalement, où tu développes ton territoire, tes clients et tout. Et je me souviens très tôt, donc moi, j'ai commencé, j'avais 22 ans, donc j'étais très jeune et j'avais l'air très jeune, donc j'avais pas beaucoup de crédibilité, mais j'avais vraiment envie de tout casser. Alors, je me souviens qu'ils m'avaient associé à des plus vieux, puis là, je les suivais, puis j'étais comme, ils appellent ça assistant sales rep. Donc, là, c'était comme, c'est pas sérieux ce truc. Fait que j'étais allée voir mon patron, j'ai dit, garde, donne-moi n'importe quel client rejet qui veut rien savoir de nous, puis laisse-moi aller. Mais personne autour, au-dessus de moi, juste laisse-moi aller. Puis il a dit, OK. Qui m'a donné des gros comptes parce qu'on était une division de comptes majeurs, mais des gens qui ne voulaient pas faire de transactions avec nous. Donc, je suis partie là-dedans et là, je me suis vraiment éclatée, sérieusement. Puis, je me suis mis à faire des ventes à la stupéfaction générale tellement que personne n'avait prévu un plan de rémunération pour ma situation parce qu'ils ne pensaient pas que j'allais vendre. Fait qu'ils n'étaient pas capables de me rémunérer parce que j'étais supposée être une assistant sales rep. Oui. Donc, c'était très... Puis moi, j'étais comme offusquée. Mais oui, mais on a des meetings à chaque semaine. Je vous donne les avancées. J'étais sur le bord de fermer cette vente. Je l'ai fermée. Comment vous faites surpris? Mais bon, alors, ça a été mon début dans les ventes. Puis ça a vraiment été comme, wow, OK, je peux faire ça, là. Je peux faire ça. C'est le fun. C'est le fun. Fait que là, il y a cette aventure-là. Ça dure combien de temps, l'aventure Xerox? 2 ans et demi. 2 ans et demi? Oui. Là, j'imagine que tu étais dû pour autre chose. Oui. Oui. Au bout de 2 ans et demi, je commence à comprendre le profil. Puis là, je me suis retrouvée chez GE, qui était une autre boîte que GE a acheté très rapidement. Donc, toujours en informatique, toujours dans les ventes. Et là, j'avais vraiment beaucoup de défis. Là. J'ai réussi à fermer des clients qui faisaient non seulement zéro business avec l'entreprise, mais qui l'avaient en horreur aussi. Là. Donc, j'ai été confrontée. Puis ça, dans l'entrepreneuriat, tu sais, je le vois avec plein d'entrepreneurs qui se font dire non, qui se font fermer une porte. Puis moi, c'est comme, mais en vente, puis tout est vente. En entrepreneuriat, tout est vente. Tout est vente. La première étape, c'est un non. Oui. Tout le monde va te dire non. Parce que ce que tu veux, c'est initier un changement. Tu demandes un changement de comportement, de statut. Tu bouleverses une façon de faire, même si c'est poche. Puis les gens sont réfractaires à ça. Ils veulent pas. Fait que le premier réflexe, c'est non. Mais c'est là que le party commence. Donc, moi, j'ai eu la chance, puis je vais le dire comme ça, de me farcir 8 ans de ça avant de partir en affaires. Wow. Des gens qui m'ont juste non, puis moi, c'est comme, je ne penserais pas. Hein? Alors, de travailler pour les signer, ces commandes-là, puis je me souviens, un de mes clients, je me suis ramassée avec une carte d'employé à un moment donné. Littéralement, j'avais comme 300 dans mon truc de contact, 300 noms, puis ils m'ont donné une carte d'employé parce que c'était comme une base, c'était énorme ce campus-là. Donc, j'avais une carte pour rentrer puis faire ce que j'avais à faire parce que j'étais comme omniprésente. Mais ce client-là ne voulait rien savoir de nous au début, là, mais rien de rien. Là. Donc, c'est long. Ça prend, je dirais, la persévérance puis de convaincre ces gens-là. Puis, tu sais, ce que je dis toujours, c'est « what's in it for them ». Tu sais, c'est pas moi, on s'en fout, là. Mais qu'est-ce que je peux leur apporter qui va être un plus dans leur environnement? Fait que ça a été une formation essentielle et probablement la plus aidante. Oui, la meilleure que tu pouvais avoir dans ton parcours. Absolument, parce qu'en entrepreneuriat, tout est vente. Oui. Et souvent, on ne le réalise pas. C'est un problème. La deuxième chose, c'est qu'on n'a pas nécessairement ces habiletés-là. C'est ça que j'ai vu. Puis en tech, c'est souvent là que le bas blesse. Oui. Donc, on est très créatif. On fait des produits formidables, mais quand c'est rendu à les commercialiser... C'est jamais, ça passe pas. Bien là, alors qu'on s'en fout du produit. C'est terrible de dire ça, mais on s'en fout dans la mesure où un produit est bon pour ce qu'il fait pour l'autre. Mm-hmm. Donc, un produit pour moi, on tombe tous en amour avec nos produits à un moment ou à un autre, mais cette phase-là passe parce que tu réalises que si ce n'est pas partagé par ta clientèle cible, tu n'as rien fait. Exactement. Tu vas vraiment triper dans ton salon tout seul. Exact. Et ça, c'est pas très payant. Et on a une épicerie à payer. Donc, il faut quelque part faire des constats. Oui. Alors, cette formation-là, pour moi, elle a été formidable, mais toujours dans mon parcours avec un genre de sentiment de décalage. C'est comme, tu fites pas. Oui. Tu sais, je performe en vente, mais je vois mes collègues autour de moi, mais j'ai pas le sentiment d'appartenance. Puis je ne l'ai jamais eu nulle part. OK. Et à un moment donné, j'ai arrêté ça. J'ai toujours voulu faire le tour du monde, etc.
Puis c'est passé un moment où ça a été comme, OK, c'est le moment. Et ça n'a pas été une année de tour du monde, ça a été 3 mois. Je suis partie en voyage sac à dos en Asie, en Thaïlande, au Vietnam. Et c'est quand je suis revenue. Tu avais quel âge à ce moment-là, Isabelle? 29 ans. 29, OK. Oui. Puis là, j'ai fait, on part. Puis là, on part en affaires. Mais là, je suis chez nous dans ma cour, puis j'ai aucune idée. Fait que je fais un plan d'affaires, etc. Puis je me suis dit, bien, qu'est-ce que je sais faire? Tu sais, commercialisation. Donc, comment je peux aider les entreprises à commercialiser des produits en Amérique du Nord? Donc, j'ai travaillé sur ce plan d'affaires-là. J'ai eu des clients pour me rendre compte que j'étais tellement pas une consultante, là. Terrible. Conseiller, c'est que tu ne contrôles pas la finalité de la chose. Ouais. Quand tu arrives avec des propositions, des plans d'affaires, on va faire tel truc, bien là, tu soumets et il dispose. Ouais. Là, c'est comme, quand est-ce qu'on part? Mais là, c'est pas moi, là. Non, là, toi, c'est make it happen. Mais, c'est comme, let's go, faire arriver les affaires. Oui. Mais c'est pas mon rôle. Là, j'étais frustrée, là. C'est comme, non, ça va pas le faire. Mais travailler pour moi et contrôler mon destin, ça, totalement. Oui. Et c'est à ce moment-là que j'avais des conversations avec mon frère, parce que lui, quand moi, j'étais partie en affaires, lui était aussi parti en affaires, mais mon frère, c'est la tête tech. C'est celui qui est tombé dans la marmite quand il était petit, là. Donc, lui, c'est le concepteur, l'architecte, le développeur. Il y a tout cet écosystème en lui. Donc, on avait des conversations. Moi, ce qui me freinait beaucoup, c'est je trouvais que ce n'était pas une bonne idée de travailler avec un membre de ma famille. Parce que j'avais entendu, comme toi, toutes les histoires d'horreur, de compagnies, des gens qui travaillent en famille. Là, la famille éclate parce que ça ne va pas du côté de la business. Puis je ne voulais pas que ça nous arrive. On était une famille tissée serrée, puis c'est comme, je ne veux pas prendre ce risque-là. Sauf qu'on était tellement complémentaires. Puis à un moment donné, je suis arrivée à un point où moi, dans mon histoire de consultation, c'est comme, non, mais ça ne le fera pas, là. Et je voulais avoir une compagnie de produits versus service. Donc, un produit que tu pouvais faire décoller. Et pourquoi tu avais choisi produit versus service? Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises, hein, c'est pas facile le service en ce moment. Fait que j'aimerais comprendre ta vision là-dessus. C'est la vision du Big Mac. Donc, dans le sens, puis j'aime pas les Big Mac, mais l'idée, c'est d'avoir un produit que tu peux faire à multiples exemplaires sans avoir besoin de personnaliser à chaque fois. Donc, plus ta compagnie grossit, plus tu n'as pas à la grossir en termes de ressources humaines au même rythme. Alors qu'une compagnie de service dépend des humains. Oui. Donc, il y a une personnalisation qui vient avec le service. Quand il n'y a plus de personnalisation, ça devient un produit. Oui. Donc, quand moi, cet environnement où je grossis mon entreprise au même rythme que les humains avec une personnalisation, moi, ce n'est pas quelque chose qui m'intéressait. Donc, de bâtir une compagnie de produits, c'est une compagnie où tu peux développer un produit, tu peux le commercialiser partout à travers le monde. Je peux accepter le fait que certains de ces produits-là vont devoir être à 10, 20, 30% personnalisés, dans le sens que tu fais des ajouts pour que ça corresponde à ce que le client veut, mettons, à Abu Dhabi. Mais le côté hyper-croissance ou scalable vient de la production. Exactement. Oui. Mais il y a des très grosses entreprises de services, ça se peut. Oui. C'est juste que, culturellement parlant, puis dans ce que nous, on avait envie de faire, c'était du produit. Oui. Clairement du produit. OK. Donc, on est parti du service pour se financer, mais clairement, ça allait être une game de produits. Depuis le début, on le savait. OK. Et là, tu décides de te lancer en affaires avec ton frère. Oui. Plus vieux, plus jeune? Plus jeune. Plus jeune. Oui. OK. Puis lui, c'est le cerveau tech. Oui. Puis toi, tu es dans la commercialisation. C'est un fit parfait. Oui. Commercialisation, affaires. Moi, j'ai vraiment tout ce côté-là. Moi, je suis très à l'aise. Puis c'est drôle parce que, tu sais, quand on avait nos conversations, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on veut produire? Donc, lui avait une bonne idée du produit qu'il voulait développer, puis moi, j'avais une très bonne idée du marché à qui je voulais vendre. Fait que c'était comme on met ça ensemble. Fait que c'est fantastique. Puis là, on a fait aussi un pacte au début. C'est comme la famille en premier. Okay. Fait que si ça se met à dérailler du côté business, il faut que les choix soient clairs. On va prioriser la famille. OK. Fait qu'on est parti dans ce contexte-là. Le premier produit qu'on a développé, qui était une plateforme logicielle qui permettait de développer toutes sortes d'applications, mais plus vite, avec plus d'innovation, on automatisait finalement la plateforme. Donc, on vendait ça à des entreprises, pour moi, du Fortune 500, F500, pour justement leur permettre de créer tout ce qu'ils veulent créer, mais avec des accès au marché beaucoup plus rapides, ce qu'on appelle communément le time to market. Donc, fait qu'on arrive au marché avec ça.
Puis là, on avait des conversations fascinantes, là, de type idéologique. C'était vraiment le fun, mais je voyais aucun bon de commande à l'horizon. Et là, c'est comme, mais c'est quoi ce truc? Et l'affaire, c'est qu'on a réalisé que, de un, on se fiait à l'imagination de nos clients pour figurer ce qu'ils allaient développer avec ça. Puis ça ne marche pas parce que les gens veulent des trucs tout faits. J'ai mal aux pieds, viens pas me montrer que... Donne-moi une patch. Ne serait-ce que l'épidémie d'Ozempic, on va dire ça comme ça. Tu sais, aujourd'hui, on veut des solutions faciles. Moi, j'ai jamais vu ça, même dans le monde actuel de l'entrepreneuriat. Ça fait 20 ans que je coach. Même ce que j'enseigne est trop compliqué aujourd'hui. Je vais aller chercher un faible pourcentage de gens qui veulent vraiment croître et qui vont mettre la discipline et la rigueur pour y arriver. Fait que, juste dire, je comprends tellement ça. C'est vraiment ça. Oui. C'est totalement ça. Puis quand tu es une entreprise, tu peux pas te mettre dans la case « je vais t'éduquer ». Non. Parce que pendant que tu éduques, tu ne vends rien. Puis tu n'as pas les moyens. Parce que tu es une start-up. Fait que là, on a bien vu que ça ne marcherait pas l'affaire. Fait que c'est comme, OK, on fait quoi avec ça? Fait que là, on s'est dit, on va leur montrer à quel point c'est puissant puis ce qu'ils peuvent faire avec. Fait que là, on s'est cherché un projet où on pouvait mettre les capacités de notre plateforme pour en faire une démonstration qui serait éloquente. Et l'opportunité est arrivée dans le domaine du stationnement commercial, le parking. On ne connaissait rien là-dedans, mais on a un partenaire en télécom qui nous est arrivé puis il a dit, écoute, j'ai des clients qui sont dans le stationnement puis il y a des opérateurs de parking qui perdent des dizaines de milliers de dollars par semaine parce que le paiement dans le stationnement sur rue se fait en différé. Fait qu'on ne pense pas à ça dans nos vies, là, mais à ce moment-là, tu arrives pour payer ta place de stationnement, tu mets ta carte de crédit, puis la carte est processée 3 jours plus tard. Si la carte est volée, l'opérateur perd son argent, puis pas de façon de retracer. Donc, le besoin, c'est faire du paiement sans fil en temps réel. Okay. Donc, c'était la demande. Pouvez-vous upgrader ces bornes de stationnement pour qu'elles se mettent à faire du paiement sans fil en temps réel? Alors, nous, on avait la plateforme, on a dit formidable. Let's go. Donc, on est essentiellement devenu l'intelligence de ces bornes-là, ces grosses bornes sur rue qui existaient déjà. On arrache l'intérieur, on met notre intelligence. Et c'est à ce moment-là qu'on a fait notre entrée dans le merveilleux monde du hardware, le matériel. Okay. Et je dis merveilleux monde du hardware. Ceux qui font du hardware vont bien comprendre, c'est pas évident. OK, autant le logiciel, tu sais, ça peut coûter cher, c'est complexe. Oui. Sauf que quand tu as des problèmes logiciels, tu peux faire ce qu'on appelle les mises à jour over the air. Donc, par réseau, tu n'as pas besoin de te déplacer, c'est pas physique. Le matériel, c'est autre chose. Quand il y a quelque chose qui casse, qui brise, qui ne fonctionne pas, ça te prend une intervention physique. C'est des pièces. Et ça coûte une fortune parce que tes pièces deviennent désuètes, il faut que tu les remplaces par d'autres, il y a des tests. Donc, c'est vraiment, comment dirais-je, je ne l'ai pas fait de gaieté de cœur, mais par nécessité parce que les solutions qu'on desservait étaient sur rue, qui fonctionnaient à l'énergie solaire. Et l'énergie solaire, bien, c'est un panneau solaire puis une batterie avec un budget énergétique. Le budget énergétique, nous, on consomme cette énergie-là pour faire fonctionner la borne. Donc, si on n'a pas les cartes électroniques, communément appelées board, qui respectent cet environnement solaire-là, ça ne marche pas puis ça n'existait pas. Ça n'existait juste pas. Fait qu'on les a développés. Et notre logiciel, on ne peut pas le mettre sur le trottoir, il fallait le mettre sur ces boards-là. Donc, on a développé nos propres cartes électroniques. Et tu sais, ça a été toute une saga. Tu sais, là, ça fait 20 ans qu'on fonctionne avec cette technologie, plus que ça, 25 ans, sur rue à Montréal. Et c'est toujours la même technologie d'origine qu'on a installée. Mais le premier hiver où on a installé ça, bien, l'écran, il gelait. À moins 30, l'écran gelait. Puis là, on a réalisé, il faut envoyer une petite impulsion de chaleur. Mais quand tu fais ça, tu prends de l'énergie, mais c'est solaire et batterie. Donc, les calculs énergétiques dans le solaire, c'est très, très complexe. Et donc, ça a été, je veux dire, pour nous, tout un chemin comme tel d'apprentissage pour développer cette solution-là. Quand on a développé, donc, cette démonstration-là à l'origine, parce qu'on voulait que les gens comprennent la puissance de la plateforme pour la vente sous licence, mais quand on est arrivé avec la solution dans le stationnement, tout de suite, la Ville de Montréal est arrivée au marché avec un appel d'offres. Ils voulaient remplacer, je ne sais pas si tu te souviens, les petits parcomètres là, avec les sous. Ils voulaient remplacer ça par des grosses bornes automatisées. Et donc, on a soumissionné avec notre partenaire qui avait la borne à ce moment-là et on a gagné. Et c'était pour 500 bornes. Finalement, ils en ont déployé 1500. Fait que ça a été un beau succès. Puis on a fait, bon, l'heure est venue de pivoter. On n'appelait pas ça comme ça à ce moment-là, mais aujourd'hui, on pivote. Donc, on a décidé de ne pas vendre la licence, mais de la garder comme arme secrète sous le capot, de l'utiliser nous-mêmes pour arriver avec ces solutions-là qui étaient vraiment très, très innovatrices. Et on a développé, ça a été le premier marché qu'on a développé, le stationnement commercial en Amérique du Nord. OK. Puis après ça?
Bien, après ça, il y a eu quand même une traversée du désert, je dirais, parce que, non, on s'est dit, c'est formidable, dans le fond. Nous, on est capable d'aller chercher du paiement là où la banque ne peut même pas aller, tu sais, sur la rue, là. Donc, on va se concentrer sur le marché du point de vente, ce qu'on appelle les points of sale, dans un marché plus vaste qui vaut des milliards de dollars, qui est le machine-to-machine, donc des machines qui se parlent sans intervention humaine. Et ça, c'est la première fois que j'entendais ça, quand j'ai vu le M2M, dans le fond. Là. Explique-moi, c'est quoi? Bien, c'est des machines qui se parlent sans intervention humaine. Donc, tout se fait par le back-end. Tu sais, c'est un produit qui est totalement autonome. Tu sais, on parlait du service versus produit. Ça, c'est comme des senseurs. Il y a rien, tu n'as pas besoin d'humain là-dedans, ça se fait automatiquement. Donc, c'est un marché extrêmement porteur, puis tu peux faire des tonnes de choses là-dedans. Fait que nous, on s'est dit, regarde, les opportunités sont infinies. Nous, on a le cœur, on a l'intelligence, on peut installer ça dans toutes sortes de solutions différentes. Fait que là, on s'est ramassé avec une solution de billetterie où on avait notre solution de paiement à Singapour. On a mis ça dans une vending machine, une distributrice qui s'est ramassée au Mexique, tout avec des partenaires, dans une machine de recharge de cellulaire qui était au Québec. Fait que là, on se pensait fin, là, tu sais, let's go, on y va, tu sais, Fait que ça, le problème de ça, c'est que il y a un mot pour ça, ça s'appelle s'éparpiller. Puis quand tu t'éparpilles en business, ta business, elle va faire ça. Ce que je constatais, tu n'es pas capable de décoller parce que tu es une petite équipe et chaque nouveau créneau de marché, c'est une business en soi. Donc, tu n'as pas les ressources pour bien travailler chacun de tes créneaux. Fait que ça a de la misère à décoller. Et dans cette époque-là, on était au milieu des années 2000, il y a le gouvernement du Québec qui avait décidé de donner un coup de main à ces entreprises en tech, prendre celles qui étaient prometteuses au niveau de la commercialisation internationale, puis de travailler avec le MIT Entrepreneurship Center à Boston, les faire venir pour nous aider. C'est pas qu'ils sont meilleurs que nous, c'est juste que ça fait pas mal plus longtemps qu'ils font ça. Donc, ils avaient une historique, une histoire, une expérience qu'on n'avait pas. Fait qu'ils sont venus nous donner un coup de main, puis nous, on était privilégiés de faire partie des 10 entreprises de cette première cohorte-là. Puis on avait des ateliers, je pense que c'était sur 2 ans le programme, puis je me souviens d'un atelier un samedi matin. Puis c'était drôle parce qu'il parlait du F-word, le focus. Là, moi, tu sais, je focus. Moi, j'ai mon solution, machine to machine, point de vente, etc. Puis là, j'ai compris que je n'étais pas du tout focus, là. Parce que je m'installais dans n'importe quoi, dans toutes sortes de machines. J'ai comme eu une révélation. Puis j'ai fait, ça ne marchera pas notre affaire. Puis le lundi matin, je suis revenue au bureau, puis j'ai dit à mon frère, bon, là, on va resserrer, on va arrêter ça. Mon frère était soulagé parce que de supporter toutes ces affaires-là. Oui, c'est de réinventer la roue probablement à chaque fois. Là, parce que c'est pas la même chose, techniquement parlant. Tu sais, c'est la même chose quand t'en jases, quand tu commences à implanter, mais rapidement, c'est plus les mêmes versions parce que la finalité de la solution n'est pas la même. Exact. Même si le cœur est le même. Si on revient à la personnalisation, c'est lourd, ça. Parce que la personnalisation, c'est pas juste. Quand tu personnalises, il faut que tu maintiennes, que tu évolues. Ça finit plus. Non. Donc, on a fait quelque chose de très peu normal et confortable pour quelqu'un comme moi. On s'est mis à désélectionner des clients, à racheter des contrats pour sortir de certains marchés, pour recentrer. Puis notre façon de se recentrer, ça a été de dire, l'intelligence ne va être installée que dans nos solutions. Mais là, on n'avait pas de borne. Et on a réalisé que celui qui avait la borne avait la relation client. Sinon, on avait toujours un intermédiaire. Fait qu'on a pris la décision, un peu à mon corps défendant, je l'avoue, de développer la borne, la grosse borne qu'on voit sur rue. Puis on a fait ça pour avoir la solution complète. C'était une borne multimédia interactive qui faisait toutes sortes de choses avec l'intelligence qu'on avait déjà. Et donc, ça a été énormément d'investissement de développer cette solution-là. Mais là, on a eu un client sur les entrefaites qui nous est arrivé puis qui nous a dit « on est allé en France, on a vu le Vélib à Paris, qui était la solution de vélo en libre-service. On aimerait ça, faire ça à Montréal. Vous, UD, là, avec la plateforme que vous avez, votre technologie, pouvez-vous faire ça? » Puis là, ça a fait comme... 1+1. Wow! Puis, on était prêts. En faisant du ménage, en se calmant la diversification ou l'éparpillement, on s'était retrouvé
dans un endroit où c'était possible. Fait que ce qu'on a fait quand ils nous ont parlé de ça, c'est qu'on a mis sur papier, on a fait un genre de gros poster avec une station de vélo en libre-service sur rue. Nous, on était installés au centre-ville. Les bureaux sont toujours là, d'ailleurs, sur de Maisonneuve, donc quartier des spectacles. On avait une SAQ Sélection en bas, fait qu'on avait installé une station de vélo, les gens qui se promenaient, les vélos. Tu sais, ça avait l'air de la vraie vie, là. C'était magnifique. Et 2 semaines plus tard, on a demandé une rencontre à nouveau avec ce client, puis on a dit, tu sais, la question que tu nous as posée il y a 2 semaines, bien, lève-là ton projet. Puis là, on a déroulé cette affaire-là. La mâchoire leur est tombée à terre. Et 1 an plus tard, on livrait le Bixi à Montréal. Wow. Ça s'est fait. Puis là, je dis ça, puis ça a l'air, c'est fun. Tout ce qui a pu mal aller a mal été pendant cette année-là, évidemment. Là, c'est toujours extrêmement compliqué, même si tu as plein de parties de la solution. Mais voilà. Donc, ça a été compliqué, mais en même temps, on avait déjà tellement travaillé, puis tellement réglé de problèmes. Tu sais, le paiement, le solaire, la gestion. On avait déjà développé le cœur, le hardware, mais on avait aussi la bande. Tu sais, on avait fait beaucoup de choses. Il fallait simplement développer les caractéristiques spécifiques à une solution de vélo en libre-service, ce qu'on a fait avec des partenaires pendant cette année-là. Et quand on parle, tu sais, le fameux Bixi qu'on connaît à Montréal, tout le hardware, tout le matériel de la borne, c'est tout vous qui avez développé ça. Mm-hmm. Wow! Oui, c'est quelque chose dans la mesure où c'est très complexe et la façon dont on a décidé de développer cette entreprise-là n'est pas très traditionnelle en technologie non plus. C'est-à-dire que on a décidé de ne pas fonctionner avec des entreprises de capital de risque, ce qu'on appelle en bon français des venture cap. En technologie, c'est un réflexe parce que... Ça va de soi. Oui, parce que ça coûte cher. Parce que avant d'avoir des revenus, bien évidemment, tu n'en as pas. Tu as très peu d'actifs. Les actifs sont intangibles, la propriété intellectuelle. Oui. Mais moi, dans ma vision, je dois dire que je n'aimais pas beaucoup le modèle d'affaires tech traditionnel, à savoir, je n'ai pas vraiment de revenus. Oui, les clients, les marges, on ne sait pas trop c'est quoi, mais on lève beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, puis on flippe nos compagnies où on les vend parce qu'on a créé, il y a beaucoup de hype. Puis il y a des modèles très solides. Mais, tu sais, moi, ce que je voyais à ce moment-là, je n'aimais pas ça. Fait que je me suis beaucoup plus inspirée du secteur manufacturier qui est du solide, là. Ces gens-là, je veux dire, ils font des vrais bénéfices, les marges sont peut-être plus faibles, mais tu sais, c'est la vraie affaire. Et on a bootstrappé cette compagnie-là d'un bout à l'autre, du début à la fin. Et bootstrapper, ça veut dire utiliser nos propres fonds. Oui, lever des fonds, mais toujours en dette, jamais en équité. Oui, on a eu des investisseurs de type ange financier, mais en dette, qu'on a remboursé complètement. Donc, on est rentré 2 actionnaires, puis quand on a vendu, on est sorti 2 actionnaires, mon frère et moi. Et ça, comme façon de développer une entreprise, c'est très peu vu, surtout hardware soft. Tout le monde m'avait dit que c'était impossible. Moi, d'un bout à l'autre, mais c'est drôle, moi, après 8 ans de vente, là, ça se peut pas, non, c'est impossible. C'est drôle, c'est comme ça, ça rentre pas. J'entends ça, puis je me dis, il doit y avoir une opportunité, finalement. Exactement. Et là, finalement, l'opportunité était là. Oui, tout à fait. Fait que là, vous faites cette croissance-là. J'imagine que la solution est vendue un peu partout dans le monde. Bien, c'est ça. Après Montréal, qu'on a vendu au printemps 2009, si je me souviens bien, la première fois. Déjà, dans la même année, à l'automne, ils ont demandé une phase 2, ce qui est vraiment fantastique parce que quand on a lancé cette solution-là en grande pompe, c'est pas un genre de solution où tu as de la marge de manœuvre dans le sens que, tu sais, ça se peut que ça ne fonctionne pas du premier coup, puis c'est même normal. Mais là, tous les médias sont là. On fait une promenade en vélo avec le maire. OK, il faut que ça marche, là. Mais ça a fonctionné. Et ce qui était drôle dans les médias le lendemain, ils disaient « Ah, mon Dieu, Bixi, c'est un overnight success, une réussite instantanée. » Ça faisait 10 ans qu'on travaillait là-dessus. Je veux dire, on avait des millions de transactions faites sur cette plateforme-là à cause du stationnement. Donc, il n'y a pas de miracle. Là. Elle était très robuste, la plateforme, oui, parce que, nom de Dieu, elle avait déjà du vécu, là, ce qui était vraiment très, très positif. Donc, on a réussi Montréal, mais après, ce qui est fantastique, puis ça, on court après, mais c'est pas facile, c'est le timing. Le timing. Tu sais, tu peux arriver avec des très beaux produits, etc., mais si tu es trop en avant de ton temps ou si tu es en retard, il faut que tu attrapes ton vent. Oui. OK? Puis là, nous autres, là, il a venté à bonne température, à bonne vitesse, juste quand on est arrivé avec notre solution. Et c'est devenu un genre d'enjeu pour les maires des villes, un peu partout dans le monde, de léguer ça à leurs citoyens
comme c'est image de marque, un différenciateur fort, parce que, tu sais, on fait partie des solutions de transport. Donc, c'est pas nécessairement une station de profit pour les villes, mais une solution verte qui permet aux villes de se démarquer. Donc, il y a eu un engouement immédiat. Puis, on s'est mis à commercialiser ça avec notre partenaire à Montréal. On en a vendu 6 villes majeures en 18 mois. Puis, tu sais, on a commencé avec Minneapolis, Londres, au UK, Melbourne, Washington, Boston. Ça a décollé du feu de Dieu. Ça a vraiment... Le hockey stick dont on parle, là, on a vécu cette accélération de façon magistrale. Tellement que, tu sais, on dit, mais c'est super, c'est ça qu'on veut. Oui, mais de le vivre, c'est extrêmement compliqué. Et c'est ça. Il fallait, tu sais, quand on parle des enjeux de croissance, de problèmes de croissance, il fallait que consciemment que je dise, non, mais ça va bien, là. C'est positif. Parce que croissance, décroissance, quand tu le vis, des fois, ça a l'air la même chose. Au niveau du ressenti, parce que c'est tellement compliqué. C'est intense. C'est extrêmement intense. Puis tu voudrais bâtir tes structures organisationnelles pour être capable de prendre cette pression-là de tous ces contrats qui rentrent. Tu n'as pas le temps, mais tu n'as pas d'argent non plus pour engager les bonnes personnes au bon moment, pour avoir la bonne infrastructure. Écoute, je veux dire, la façon dont on l'a fait, il n'enseignerait pas ça à Harvard, je pense bien, là, mais à un moment donné, là, il faut que tu fasses arriver les choses, puis c'est ce qu'on a fait. Mais c'est pas dans la facilité, je dirais ça. Ça a été quoi le coût de ça? Le coût? Bien, tu sais, l'impact, tu sais, la conséquence de ça, tu sais, de l'hypercroissance sur l'organisation. Ben, c'est sûr qu'il y a un impact humain parce que les gens sont très sollicités. Puis je pense que c'est dans ces moments-là que c'est important de rester proche de l'équipe, de se rappeler pourquoi on fait ça, puis d'être... Nous, mon frère et moi, on était très horizontal comme genre de management. Quand il nous arrivait des bonnes choses ou des moins bonnes choses, on partageait, on communiquait beaucoup. 75% des ressources de l'entreprise, c'était des techs à tous les niveaux, le hardware, software, les ingénieurs et tout. Puis, d'un point de vue commercial, je leur expliquais ce qui se passait du côté affaires. Puis, à un moment, il y a des gens qui me disaient, pourquoi tu fais ça? Ces gens-là, ils ne comprennent pas. Puis, j'étais comme, non, mais qu'ils comprennent. Ils comprennent, non seulement ils comprennent, mais c'est important de voir où tu te situes sur l'échiquier. Nous, on avait l'opportunité immense d'avoir des produits tangibles et compréhensibles. Tu sais, on regardait à l'extérieur, là, puis nos solutions étaient installées. On avait beaucoup de pieds carrés à Montréal. Le parking, le vélo, on était là. Les gens comprenaient. Les gens comprenaient l'impact. Les gens étaient motivés parce les objectifs qu'on avait. On réussissait à recruter des gens qui venaient de très grosses entreprises avec beaucoup plus de sécurité parce qu'ils croyaient à notre mission. Donc, je dirais que tout ça, ça nourrissait la bête. On avait une équipe, on les appelait l'équipe de Vikings, très motivée, très... ils ont été fantastiques, franchement. Fait que oui, il y a un coût humain, mais on est tous dedans. On était tout le monde dans les tranchées à travailler fort. On en a gagné, on en a perdu. Il y a eu des choses positives, des choses moins positives, mais des gens dédiés, là, franchement, une belle gang. Une belle gang. Vous étiez combien à ce moment-là? Quand on a vendu, on était une centaine. Fait que je dirais que ça a augmenté tout le long, mais une centaine, mais évidemment, il n'était pas question qu'on ait des usines pour développer tout ce hardware-là. Fait qu'on avait une chaîne d'approvisionnement, le supply chain, qui était très diversifiée, avec une préoccupation de rester ici. Donc, on avait beaucoup de joueurs qui étaient québécois. Okay. C'est drôle parce que quand j'accompagne des entrepreneurs qui font du hardware, le premier réflexe, c'est d'aller en Chine, de tout faire en Chine. Puis c'est comme les coûts, il faut les analyser de différentes façons. Fait que oui, le premier coût que tu vois, ça peut être moins cher quand tu vas au bout du monde. Mais la proximité, le fait que tu fais travailler tes gens, le fait que ces gens-là savent, moi, j'ai toujours dit à mon supply chain, votre compétition, c'est pas Joliette, là, c'est le monde entier. Fait que si vous voulez travailler avec nous et travailler à ce qu'on fasse lever ça d'un point de vue mondial, faites votre effort. Il faut être compétitif, point. Je veux dire, le marché, il est mondial. Et donc, on a travaillé fort pour avoir ces gens-là qui n'étaient pas sur notre payroll, mais on avait énormément de partenaires satellites dans cette histoire-là. Hein? Ouais. Développer les partenaires et tout. Et le focus de la technologie, c'est vraiment ce qui a fait qui a permis à l'entreprise de décoller. Oui. Tu sais, l'espèce de recentrage à éviter de s'éparpiller. Moi, j'appelle ça, c'est quoi ton jaune d'œuf, blanc d'œuf?
trop souvent, des stratégies, c'est des omelettes. Hein? Ils mélangent tout, ils veulent faire un petit peu de tout, puis on est bon dans tout, mais on est bon dans rien. Puis on n'a pas de différenciation. Quand on fait tout pour tout le monde, on ne fait plus rien pour personne. On ne fait plus rien pour personne. On l'a appris à la dure aussi. Oui, hein? Totalement. Fait que là, il y a un 10 ans, on offre cette technologie-là, il y a un boom. Mm-hmm. Et là, à un certain moment donné, vous passez les rênes avec une... En fait, vous vous faites acquérir, c'est ça, si je comprends bien? Bien, en fait, on a passé toutes sortes de phases dans ce chemin-là, des drôles et des moins drôles. Au final, on avait un portefeuille de clients aux quatre coins du monde qui était vraiment impressionnant, puis on était vraiment en mode développement. Tu sais, je dirais, l'avantage compétitif de 8D résidait énormément dans sa solution. La force de ces produits-là techniques avec mon frère en tête, puis toute l'équipe, mais tu sais, c'est un travail magistral. On avait vraiment la Rolls-Royce des produits dans ce domaine-là, reconnu comme tel. C'était innovateur, c'était robuste, ça fonctionnait du feu de Dieu. Mais il est arrivé un moment où on voyait dans notre rétroviseur des joueurs arriver avec des solutions qu'on appelle de free floating. Fait que c'était du vélo en libre-service, mais pas de borne, puis pas de plateforme. Okay. Donc, c'est un vélo qui se promène que tu peux laisser n'importe où. Et tu as juste à être membre, finalement. Tu le prends là où tu le trouves, puis tu le laisses où tu veux. Et donc, la promesse de cette solution-là, tu sais, ça venait d'Asie, ces solutions-là, de joueurs qui ne venaient pas de l'industrie du tout, qui étaient dans l'acquisition de membres. Ils voulaient du membership. Et ça donne qu'ils étaient tombés sur le vélo en libre-service. L'enjeu pour notre industrie, c'est que ces gens-là avaient une solution qui ne coûtait pas cher parce qu'il n'y avait pas l'infrastructure que nous, on avait. Ça coûte très cher, ça, les plateformes et tout. Oui. Et ils donnaient aux villes toute la solution. Okay. Parce que leur modèle, de un, ils étaient financés. Là, c'est des joueurs qui avaient de l'argent. Et de deux, ils voulaient du membership. Juste augmenter le membership. Donc, ça, on avait ça dans notre rétroviseur. On voyait que ça s'en venait. Et c'est à ce moment-là qu'on a eu cet appel-là. C'était un partenaire opérateur stratégique qu'on avait aux États-Unis qui m'a juste appelé, qui m'a dit « Isabelle, we should get married ». Et ça voulait dire fusionner nos entreprises. Puis avec la conjoncture des marchés, ce qu'on voyait arriver, on était quand même une PME à Montréal qui desservait un marché mondial. On s'est dit, ouais, l'union fait la force. Il y avait beaucoup de sens pour nous à joindre nos forces à eux. Ce qu'on a fait, ça a pris... moi, je n'étais pas super vendeuse à ce moment-là parce qu'on était vraiment en croissance. Puis, tu sais, c'est un classique, là. Quand ton entreprise va bien, tu n'as pas envie de la quitter. Quand elle va mal, et c'est arrivé souvent pour nous, moi, je l'aurais donné, lancé au bout de mes bras, 20 fois plutôt qu'une. Mais pas là. Là, ça se passait bien. On avait l'ambition de la doubler. On travaillait au niveau de l'équipe. Et là, ça fait quoi, 20 ans que vous avez la business? Là, ça faisait comme... pas loin de ça. Ouais. OK. Et ça arrive à ce moment-là. Donc, on a... Honnêtement, au début, j'étais pas... j'ai été un petit peu saisie quand il me proposait ça, mais j'avais mes amis du MIT qui me disaient toujours « quand ce genre de choses arrive, you always entertain a good business conversation. » Entertain, tu leur parles, tu vas voir, tu sais. Fait que j'allais voir. Puis là, on a conversé, puis on a sorti des chiffres. Puis c'était toujours oui, il était toujours d'accord. Puis j'ai fait « wow, je vais la faire évaluer, on va faire le travail sérieusement pour voir s'il y a vraiment une opportunité. » Et on a fait ça, puis oui. Puis à un moment donné, tu sais, quand tu es moins motivé, tu peux négocier très bien. Donc, nous, c'est important, tu sais, que nos employés soient protégés, que le bureau, la R&D reste à Montréal, que c'est ça. Fait que finalement, 8 mois plus tard, on a fait la transaction qui, je pense, nous a placés dans une bonne situation. On a vendu 100% d'entreprise, mais on a racheté un bloc, mon frère et moi, de minoritaires, pour envoyer un bon message et à nos employés qu'on y croyait, qu'on était derrière, et à l'industrie aussi. Oui. Et moi, ils m'ont demandé de joindre le conseil d'administration à New York avec l'entreprise qui nous a acheté, ce que j'ai fait pendant près de 2 ans, jusqu'à temps que Lyft arrive et achète le grand groupe dont 8D faisait partie. Et ça nous a amené en 2019. 2019. Et là, écoute, là, c'est votre bébé, là, cette business-là. Là. Oui. Il doit avoir quand même des grosses réflexions, transitions, de tomber du jour au lendemain à New York sur un conseil d'administration. Tu n'es plus dans l'action, puis dans le déchiffrage et dans le... C'est tout un changement. Oui, totalement. Et je dirais que dans cette transaction-là, je pense que j'ai couvert tous les angles dans le sens de sécuriser chacun des pôles de l'entreprise et de l'humain, sauf moi. Oui. Sauf moi.
Et quand j'ai signé ça, je me suis... comment dirais-je? J'ai vraiment vécu une transition, oui, qui a commencé, mais de façon un peu, je dirais, brutale et très inconfortable parce que tu vends l'entreprise. J'ai promis au nouveau CEO que je n'allais pas me mêler de ses affaires. Tu sais, à un moment donné, vivre et laisser vivre. C'est sûr qu'on a des cultures différentes et tout ça. Fait que je peux pas être comme j'étais avant, mais ne plus être là, mais plus être là. Fait que je suis où, je suis qui, je suis quoi. Donc, tout ça, c'est compliqué. Puis tu te découvres aussi là-dedans parce que moi, je n'avais jamais vécu ça. Donc, dans la première année, moi, j'avais 1 an de transition à faire pour supporter le CEO. Donc, j'ai 1 an à faire où je rentre au bureau, mais je ne suis pas en mesure de décider, mais les employés viennent me voir comme avant. Très, très inconfortable. Puis, j'ai réalisé, tu sais, c'était pas une grande surprise, mais entre le savoir ici puis le savoir là, c'est une vie. Et j'ai réalisé que moi, moi, quand je rentre ici, dans cette entreprise-là, ben, je suis propriétaire. C'est à moi. Je décide, je suis en contrôle. Mais là, je ne le suis plus. Et je ne sais pas comment vivre ça. Ouais. Je ne sais pas comment vivre ça. Je suis là, mais je ne suis pas là. Mm-hmm. Moi, je suis là où je ne suis pas. Moi, le gris, ce n'est pas dans ma palette. OK pour les vêtements, mais pas comme une posture de vie. Je suis là ou je ne suis pas là. Fait que là, pour 1 an, j'étais... OK? Donc, ça a été très difficile à vivre. Oui. Très difficile à vivre. Sérieusement, quand on a finalement revendu 2 ans plus tard, j'ai fait mon année de transition, j'étais sur le conseil, mais quand j'ai vendu, j'ai vraiment commencé à transitionner, à vraiment pouvoir me distancer. Puis c'était pour moi très santé. Parce que soit je le fais, soit je le fais pas. Mais entre les deux, tu sais, je savais que je n'étais pas une consultante. J'avais fait cette expérience-là. Mais je n'aurais pas pensé de me ressentir un peu comme en absence de contrôle. Et c'est ce que c'était. Donc, très inconfortable. Ma transition a été très inconfortable. Je me suis retrouvée dans une situation de totale perte de repères. Oui. Tu sais, fais juste imaginer, tu passes aux douanes, là. Ouais, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Là, tu regardes le douanier, c'est comme... Ouais, parlons-en donc. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Tu sais, avant, t'es CEO 8D, bonsoir, c'est parti. Tu sais, ouais, compagnie qui commence. Tu sais, c'est une seconde nature. Oui. Là, t'arrives, puis... Fait que... Est-ce que ton frère vit la même chose? Mon frère l'a vécu différemment, mais lui, tu sais, il s'est lancé dans différents projets, il a fait différents trucs. L'affaire, c'est que moi, j'avais pris une entente avec moi-même. C'est comme, tu te calmes avant de repartir. Oui. Puis se calmer, ça veut dire, quand tu auras le chant de la sirène qui t'appellera, résiste. Puis l'affaire, c'est que quand c'est inconfortable, on tend à se garrocher dans ce qu'on connaît. Oui. Fait que quand tu es un entrepreneur, tu veux bâtir des projets. Fait que là, c'est comme, OK, mais... Puis tu fais ça aussi parce que tu ne te supportes pas. Oui. OK, tu n'es tellement pas bien qu'au moins tu veux revenir dans quelque chose où tu es quelqu'un, où tu sens que tu fais quelque chose. Puis moi, je ne voulais pas faire ça parce que je me suis dit, 20 ans plus tard, je ne suis peut-être pas rendue à grimper la même échelle que quand j'ai commencé ça. Puis la deuxième chose, c'est que faire 2 fois la même affaire, ça m'ennuie mortellement. Oui. Fait que refaire un 8D, on avait tellement tout fait dans ça. Oui. C'est sûr que j'aurais pu la grossir encore. C'est sûr que j'aurais... Mais tu sais, les opérations, c'est pas ce qui me fait le plus vibrer, on va se le dire, là. Donc, est-ce que j'avais envie... Tu sais, je suis pas une gestionnaire de carrière. Je suis une gestionnaire par obligation. Oui. Je suis plus entrepreneur que gestionnaire, mais je sais gérer parce que tu n'as pas le choix si tu veux avoir une entreprise qui se tient puis qui se développe. Mais est-ce que c'est ma passion d'opérer? Non. Donc, 20 ans plus tard, je voulais au moins me laisser la chance de voir quelle allait être ma prochaine échelle, même si c'était d'un total inconfort de trouver cette voie-là. Fait que je me suis toujours souvenu que quand tu aides les autres, ça t'aide toi-même. Ça t'aide au niveau de ce que tu ressens de mal-être, d'inconfort. Fait que quand le Santec, qui est un accélérateur tech qui appartient à l'ETS, Richard Chénier m'avait appelé et me dit « Ah, est-ce que tu voudrais venir l'idée une cohorte de mobilité et ville intelligente? » Je ne savais pas trop c'était quoi, je n'ai pas trop compris. Puis j'ai dit « Oui, OK, d'accord, on y va. » Mais ça, c'était en 2020. Puis qu'est-ce qui s'est passé en 2020? Fait que ma première cohorte, en pleine pandémie, derrière mon écran, quand j'avais jamais fait ça, à essayer d'en aider d'autres et tout. Mais j'ai aimé l'expérience. J'ai aimé... Tu sais, c'est tellement solitaire d'une certaine façon, la façon dont moi j'ai vécu l'entreprise qu'on a bâtie, que quand tu te mets à partager avec d'autres, tu réalises à quel point tu as appris.
à quel point l'expérience, quand même, est vaste. T'sais. Puis en technologie, tu as souvent des gens qui sont spécialisés dans le logiciel, des gens qui sont spécialisés dans le hardware. T'sais, le paiement, c'est autre chose. Le salaire, c'est autre chose. Nous, on a vendu dans les marchés publics une bonne partie de notre vie. Les gouvernements, les villes, c'est une spécialité en soi. Donc, on en ratissait tellement large que je me suis dit, nom de Dieu, il faut que je partage. Je veux dire, pour moi, c'est devenu un peu comme une obligation parce que quand tu développes une entreprise, tu vas faire des erreurs. On en fait tous. Mais tu n'es pas obligé de toutes les faire. Non, c'est ça. Et même si j'ai vu des entrepreneurs très au fait que s'ils mettaient le pied là, ça allait défoncer, puis ils risquaient de se noyer, ils le savaient. On en avait jasé, mais il avait besoin de vivre ça. Mais au moins, ils le savaient. Fait que moi, quand j'ai mis le pied dans des trous d'eau, je ne savais même pas qu'il y avait un trou d'eau. OK? Donc, cette démarche-là, pour moi, d'aider les autres, ça a été un truc qui me fait sentir vraiment bien, puis qui m'a amené plein de réflexions aussi. Puis ça a été un temps pour ça, pour faire beaucoup d'introspection. Puis tu sais, quand tu montes une entreprise au fond de la caisse, tu n'as pas beaucoup de temps de faire des bilans. Puis quand tu sais, t'es pas toujours dans le confort. T'es dans le feu de l'action. Oui. Puis quand il y a des choses, on passe à travers toutes sortes d'épreuves, mais personnellement, t'as pas trop le temps. C'est comme, ouais, mais là, tu vis ça en coup de vent. Puis là, mais à un moment donné, quand t'arrêtes, j'avais la métaphore que j'ai écrite dans mon livre, tu balayes sous le tapis, mais ça reste en dessous du tapis. À un moment donné, le tapis, il va lever, là. Il va falloir que tu gères ce qu'il y a là. Bien, ça se passe dans une transition. Oui. Fait que c'est un sale moment à passer. Un sale moment à passer. Et ce qu'on ne dit pas aussi, c'est que durant toute cette évolution-là, l'espèce de bulle technologique dans laquelle vous êtes, tu as des jumeaux. Oui. Oui, ça, c'est très drôle. Parce que, tu sais, la conciliation travail-famille, c'est compliqué. On en parle, etc. Fait que mon constat, c'est du timing pour des enfants, il n'y en a pas. OK? Il y a du pire timing que d'autres. On va s'entendre là-dessus. Mais à peine. Donc, moi, à un moment donné, j'ai toujours su que je voulais des enfants. Mais là, quand est-ce que ça se passe, cette histoire-là? Fait que quand on a démarré au début des années 2000 à 8D, à un moment donné, on était dans l'éclatement de la bulle des technos. Donc, ça, c'est terrible parce que ça sautait de toutes parts. Là. Je veux dire, ça éclatait. Puis nous, dans l'éclatement de la bulle des technologies, nous appelions 8D technologies. On aurait peut-être dû stratégiquement changer notre nom, ce que nous n'avons pas fait. Donc, on était dans une posture peu intéressante. Et en plus, on venait de se louer des bureaux au centre-ville de Montréal, 5000 pieds carrés. Puis là, tout le monde meurt autour de nous. C'est l'hécatombe. Là, tu fais « Oh mon Dieu! » Et dans cette période-là, on a perdu des gros clients. C'était très difficile. Et je me suis dit, dans cette période-là, ça serait un bon moment pour avoir un enfant. Parce que c'est tellement merdique, la business, que si j'ai un enfant qui est un projet éminemment positif, bien, en moyenne, ça va bien aller. Je vais me sentir comme équilibrée. Fait que c'était un peu bizarre. Le père des enfants n'a pas nécessairement acheté le speech. Ça a été quand même quelque chose. Je pense que je suis bonne en vente. Mais bref, fait que ça a été mon timing pour choisir ça. Puis finalement, ça n'a pas été un enfant, ça a été 2. Un garçon et une fille qui sont nés en plein éclatement de la bulle des technos. Et ça a été... je trouve que c'est toujours très salutaire dans la vie en général de garder une certaine altitude. Tu sais, un détachement. Parce que quand tu as toujours le nez collé sur la feuille, tu es peu créatif. Je veux dire, c'est difficile de devenir solutionnel tout le temps quand tu n'as aucune perspective par rapport à ce que tu fais. Et tu ne fais pas des enfants pour ça, mais ça te donne une méchante perspective. Quand j'ai accouché avec les 2, sérieusement, je me suis demandé, mais qu'est-ce que je faisais de mon temps avant? Sérieusement, tu sais, ça occupe une vie. Oui. Et je m'étais promis qu'il n'allait pas être élevé par les voisins, ces enfants-là. Donc, ça a amené du piquant à la sauce, on va dire ça comme ça. Du piquant à la sauce. Oui. Et aujourd'hui, ils ont quel âge? 23 ans. Wow. Oui. Oui. Est-ce qu'ils sont passionnés par l'entrepreneuriat? J'en ai un qui est déjà dans l'entrepreneuriat. L'autre a un esprit très entrepreneurial. Aujourd'hui, il travaille pour une entreprise. Les 2 ont fini l'université. Mais je sens la fibre, définitivement. La fibre est là, définitivement là. Même fun. si moi, j'ai toujours eu une posture où je suis vraiment un pas en arrière d'eux. Dans le sens que je les aurais pas tirés dans rien. C'est comme, moi, j'ai fait ma vie, je fais ma vie, je développe mes projets, puis vous, c'est ce que vous voulez. Oui. Vous le sentez pas, vous voulez le faire. Tu sais, moi, j'ai 0 attente, puis j'ai 0 ambition pour vous. Vous aurez c'est déjà tellement compliqué de se trouver soi-même.
Je veux dire, vous faites votre bout de chemin. Puis moi, je vais toujours être là pour vous supporter puis vous applaudir un peu en arrière. Exact. Et est-ce qu'ils trouvent que leur moment est intense par bout? Est-ce qu'ils Oui, hein? En fait, eux puis les autres aussi. Les autres aussi, c'est ça. Ouais. Et là, ça t'amène dans une transition, Isabelle, où tu dis, là, le gaz dans le fond, on bâtit ça, on a une notoriété internationale, on fait une première vente, un merger and acquisition, une fusion-acquisition, une autre avec l'IF qu'on connaît. Et là, il y a Isabelle qui dit, oh boy, OK, probablement qui je suis, qu'est-ce que je vaux, et où ma place. Mm-hmm. Puis ça, je trouve, c'est tellement un sujet, et je le vois, là. Les entrepreneurs que j'accompagne, tu sais, tu as toujours la notion de « Hey, je vais l'amener là, je vais l'amener là, je vais l'amener là. » Puis là, à un moment donné, moi, je dis tout le temps « When it's enough », là, tu sais, dans le sens que, tu sais, puis à un moment donné, il va falloir que tu te regardes toi, hein, puis que tu définisses qu'est-ce qui est vraiment important. Et là, tu es passé à travers cette transition-là, mais comme je comprends que tu ne fais pas les choses à moitié, tu as même écrit un livre. Oui. C'est ça. Fait que là, je le montre ici à l'écran, donc un livre qui est sorti le 2 décembre, donc ça fait pas très longtemps, qui s'appelle Mindset, les 10 lois de la jungle. Et dans la tête et les tripes d'une entrepreneur techno. Exact. Fait que parle-nous un peu de ce livre-là, parce que j'imagine que c'est le cheminement, en fait, qui t'a permis de toute cette transition-là, puis d'avoir tout donné, qui, à un moment donné, comment tu te retrouves, comment tu te ressentes, toi, comme humaine. Oui. Ce livre-là m'a permis de trouver la lumière dans ma transition, littéralement. Okay. Ça a été la conséquence de la voie que j'ai trouvée. Dans le sens que, à un moment donné, à se demander dans quelle échelle je veux monter, j'ai fait des constats aussi. Puis un des constats, c'est que j'ai besoin d'être utile. J'ai besoin de servir à quelque chose. J'ai besoin que ma vie ait un sens. Quand tu fais un exit, tu vends dans une entreprise comme la mienne, puis tu as du succès, les gens vont te demander « Ah, mais comment ça va la retraite, les voyages, les machins? » Bien, moi, il n'y a rien de ça que je trouve satisfaisant. Je n'ai pas été élevée dans l'industrie de la vacance. J'ai appris très tôt à me régénérer, mais à la journée. Okay. Parce que cette entreprise-là, ça a été un marathon, mais je l'ai vécu à la vitesse d'un sprint. Et la façon de réussir ça, c'est vraiment à chaque jour de faire ce que j'appelle un reset. Donc, au lieu d'accumuler, puis à un moment donné, d'exploser, j'avais très conscience de qui j'étais, des limites, en les repoussant tout le temps, mais en sachant très bien qu'il y en a. Puis si je veux repousser les limites, bien, il faut que je fasse attention à moi. Puis faire attention à moi, pour moi, ça a passé par le sport. Donc, j'étais une nageuse, mais je me suis reconvertie au jogging. Plus facile en termes de, tu mets tes souliers, t'es parti. Là, une piscine, c'est quand même tout un cirque l'hiver. Là. Oui. Donc, le fait de faire énormément de sport, ça a commandité ma business, littéralement. Parce que c'est la gestion du stress que ça m'a permis de faire, l'apaisement, le fait que, puis ça, c'est chimique, là, la sérotonine, la dopamine, à quel point ça me rendait positive, même quand j'avais zéro raison de l'être. Donc, ça a été quelque chose de très fort dans ma vie. Fait que dans ma transition, ça a été de revenir un petit peu à l'essentiel, puis de dire, moi, qu'est-ce qui fait... Le but, c'est-tu de faire des business? Non. Le but, c'est-tu d'être riche? Non. Le but pour moi, un de mes objectifs, c'était d'atteindre l'indépendance financière. Oui. Ça rend-tu heureux, ça? Non. Est-ce que ça aide? Mm-hmm. Mais c'est pas ça le but ultime. La finalité n'est pas ça. C'est pas ça. Donc, je faisais partie d'un club, peut-être tu connais le groupement des chefs qui est Entre Chefs aujourd'hui. Moi, je suis là-dedans depuis peut-être 15 ans. Puis dans mon club, qui était un club post-entreprise, on jasait notre top 5 de projets de vie qu'on veut faire. Puis dans mes projets de vie, il y avait écrire un livre. Pourquoi? Parce que j'adore écrire, j'écris depuis toujours. C'est vraiment une passion, l'écriture, un mode d'expression pour moi, mais j'écrivais pour moi. Et donc, quelqu'un dans mon groupe on avait un groupe qui était, on a toujours un groupe mix Europe-Québec. Et une personne en Europe m'a dit, écoute, je connais telle personne, Laurence Ortega, tu devrais la contacter, elle accompagne des auteurs. Mais là, moi, j'écris rien, je fais rien, on jase autour d'une table. J'ai fait, ah oui, hein? Fait que j'envoie un courriel à cette personne-là. Oui, alors Fabienne m'a recommandé à toi, donc je pense peut-être éventuellement. Elle me répond tout de suite, comme, ah, mais justement, j'ai fait un séminaire pour voir, est-on prêt à écrire un livre? J'ai embarqué là-dedans, je me suis retrouvée en Belgique dans un séminaire, un kick-off en fait, et j'ai commencé à écrire mon livre là. J'étais vraiment mûre pour ça.
Et le livre a pris, tu sais, j'avais des thématiques dont je voulais traiter. Puis c'est devenu un livre où est-ce que, je voulais partager mon expérience parce que j'ai vu en coaching à quel point ça aide. Puis je coach comme ça, moi, dans le partage. C'est pas une relation hiérarchique, c'est vraiment une relation où c'est du donnant-donnant. Et donc, partager ce que j'ai appris, partager les expériences que j'ai eues, avec beaucoup d'humour, mais des choses aussi qui sont moins drôles, parce que la vie, c'est ça aussi, mais des choses qui sont très près des gens. C'est comme d'offrir un siège du même bord de la table que moi. Donc, les amener à travers. Parce qu'il y a beaucoup de solitude aussi. Quand tu atteins des sommets comme ça, tu te sens... Énorme. Puis même avant de lancer le livre, tu sais, j'étais submergée par le doute. Parce que mon objectif avec ce livre-là, c'est d'en aider d'autres, comme je le fais en coaching. Mais le coaching a ses limites. Je parle à une personne, je parle à une équipe. Le livre n'a pas de limite. Je veux dire, je vais le commercialiser au Québec, c'est ce que je commence à faire, mais il va être en Europe, il va être aux États-Unis, tu sais, par étapes. Parce que ce qu'il y a là-dedans, c'est universel et parce que moi, je suis une personne. Donc, une personne ne peut pas atteindre des milliards de personnes. Un livre peut atteindre davantage. Puis je pense que ce livre-là peut aider. Puis je l'ai fait tester. J'ai eu des relecteurs qui ne me connaissaient pas pour voir l'effet que ça aurait. Je souhaite que ce livre-là donne de la vitamine, booste les gens, les fasse réfléchir, qu'ils se reconnaissent là-dedans. Et honnêtement, le livre vient de sortir, mais j'ai eu des retours tellement formidables dans le contexte où j'ai tellement douté. C'est le livre que je voulais écrire et j'aurais jamais de regret de ça. Moi, c'est un livre qui me satisfait, mais tu te dis, mais s'il ne parlait pas aux autres? Mon objectif, c'est ça, je veux les aider. Mais tu lis ça, tu fais, c'est bien, mais bon. Mais justement, en écrivant ce livre-là, c'est quoi le plus grand apprentissage que tu as fait ou le plus grand constat, là, si tu as résumé toute ta carrière? C'est pas tant un constat de carrière que ce livre-là a été hautement thérapeutique pour moi. Parce que ça a pris 3 ans, ce projet, mais c'est pas 3 ans d'écriture, c'est 3 ans de reverse engineering, de comprendre qu'est-ce qui fait que je vois tellement de gens tomber puis ils se relèvent pas. Puis qu'est-ce qui fait que moi, je m'en suis pris des murs un après l'autre, mais je suis toujours relevée. Mais relevée plus forte, j'ai appris puis j'ai continué. Qu'est-ce qu'il y a là? Puis le fil rouge de ça, c'est le mindset. Et de revenir là-dessus, de comprendre. J'ai fait beaucoup de choses par intuition parce qu'il y a des milliards de décisions à prendre chaque jour. On n'a pas l'info. On n'a pas ce qu'il faut, mais il faut décider pareil. Fait qu'à un moment donné, qu'est-ce que tu fais? Fait que pour moi, l'instinct, ça a été un outil de tous les instants. Mais si tu veux mettre en mots pour expliquer, à un moment donné, il faut que tu sortes de l'instinct puis que tu ailles de façon un petit peu plus pragmatique. Là. Ça, c'est la moitié de mon cerveau cartésien là, qui s'en est donné à cœur joie. Puis la moitié de mon cerveau artistique au niveau de l'écriture et de la créativité que ça prend. Ça a été un projet formidable pour ça parce que ça a réuni vraiment mes deux hémisphères. Ça m'a plongé dans une espèce de sérénité. J'ai adoré ce projet-là. C'est un livre éminemment personnel. C'est un livre où je vais loin. Les gens près de moi qui l'ont lu ont fait... Il me semble que ça prend beaucoup de courage pour écrire ça. Puis moi, je ne l'ai pas vu comme ça. Pour moi, c'est comme, encore une fois, pas de zone de gris. Tu y vas ou tu y vas pas. Puis je sais que quand moi, j'essaie d'aider quelqu'un, si je plonge pas dans la même piscine que lui, on n'ira nulle part. Je peux pas m'installer dans ma zone de confort à écouter les gens. Je n'ai pas cette posture-là parce que je ne pense pas que j'ai quoi que ce soit de plus. J'ai l'expérience que j'ai, l'autre a l'expérience qu'il a. Puis ça donne que pour ce bout de chemin-là, peut-être que ce que moi j'ai vécu, ce que je comprends puis ce que je sais, ça peut peut-être l'aider. Exact. Fait que c'est ça, le livre. Fait que tu vis les doutes par rapport à ça, tu sais, jusqu'à la fin où tu dis, oh mon Dieu, est-ce que ça va atteindre l'objectif que j'ai de rejoindre ces gens-là? Puis quand tu as les premiers retours, là, tu fais, ah, Dieu merci. Puis j'aime beaucoup ce qui est écrit à l'arrière du livre qui dit « Ce livre va bien au-delà d'une autobiographie classique. C'est un guide vivant, nourri d'expériences concrètes et de confidences personnelles qui touchent autant aux réalités de l'entrepreneur qu'aux grandes questions humaines. Il nous invite à découvrir et renouveler nos capacités en optant sur le bon état d'esprit, le mindset, que l'on soit dans le monde des affaires ou en quête de confiance pour se réinventer. » Aujourd'hui, on est-tu en quête de confiance ou on ne l'est pas de façon générale? Totalement. Puis c'est le constat que ça commence par la base. Je n'ai rien inventé et réinventé. C'est se connaître soi. Parce que quand on se connaît, on sait sur qui on peut compter. Et il y a beaucoup de confiance qui vient de ça. Je suis capable de ça. Je peux. Dans ma vie, ma mère, à moi, m'a donné ça.
Ma mère m'a répété depuis que je suis petite à toutes les autres, Isabelle, t'es capable. Tu sais, fait que moi, capable de quoi? Aucune idée, pas grave. Là. C'est mon réflexe. Quand j'aborde une situation, moi, je suis capable. Oui. C'est pas tout le monde qui a ça. Mais quand on réalise l'impact de ces mots-là, on peut se les servir à soi ou on peut choisir, décider d'entendre quand les autres nous le donnent aussi. Oui. Fait qu'on peut jumeler ces deux affaires-là, puis c'est très puissant. Il faut travailler cette confiance-là parce que c'est la clé. C'est la clé. C'est tellement important pour faire son propre chemin. Tu sais, d'y croire soi-même parce que tu as confiance, tu y crois. Les gens ne peuvent pas y croire plus que tu y crois toi-même. Exact. J'ai déjà rencontré des gens, puis je les regardais, puis c'est comme, mais tu t'attends à ce que j'y croie plus que toi, mais je te connais depuis 5 minutes. Donc, il faut arriver à la table avec une confiance qu'on bâtit. Tu sais, c'est pas comme j'ai confiance ou j'ai pas confiance. Non, ça, c'est du travail. Tu sais, tu disais tantôt, là, juste mes coachings, c'est trop. Les gens veulent l'instantanéité. Moi, j'ai rien fait dans ma vie qui m'a pas demandé de travail. Un résultat demande un travail. Exact. Dans la durée. C'est-tu plate? Pas sûr. Parce que mon autre constat, c'est que le fun, la satisfaction, c'est pas quand tu touches au but. C'est le chemin pour t'y rendre. C'est ça. Donc, ce chemin-là, tu veux qu'il soit riche. Tu veux, quand c'est long puis quand c'est compliqué, ouais, mais t'apprends. Oui. Tu t'élèves. Puis pour moi, me comprendre moi, c'est comprendre les autres. Plus je suis près de moi, plus je suis près des autres. C'est ça qui est fascinant. C'est de maximiser aussi ton plein potentiel pour bien servir les autres et d'avoir un impact positif à la fin aussi. Oui, et ça commence par soi. Oui. Et souvent, quand j'ai ce discours-là, il y en a qui trouvent que c'est un discours égocentrique. Mais je crois au sain égoïsme. Donc, si tu te privilégies toi en premier, tu sais, c'est l'éternelle image dans l'avion, quand le masque à oxygène, c'est sur ton visage d'abord, sur ton bébé après. Oui. C'est toi avant. Parce que si c'est le bébé d'abord, puis tu meurs entre les deux, le bébé, il ne sera pas en très, très bonne shape, voyez-vous? Donc, mais c'est ça la vie aussi. Donc, sur soi d'abord. Oui. Puis quand on s'occupe de soi, on est tellement plus fort pour prendre soin des autres. Et moi, j'ai toujours dit, comme dans mon entreprise, j'adore les gens qui savent se gérer. C'est un cadeau. Parce que j'aurais pas besoin de dire « Ah, ben là, t'en fais trop, tu devrais arrêter. » Non. Ils se connaissent, ils se gèrent. Ils connaissent leurs limites. Puis s'ils disent « Gars, là, ça, je peux pas », respect. Ils se gèrent, ils se connaissent, c'est fabuleux. Fait que c'est notre responsabilité. On contrôle ce qu'on peut contrôler, ça commence par soi. Oui. Se connaître, c'est... Mais c'est pas tout le monde qui est prêt à faire ce travail-là sur soi. Hein? Des fois, on reste dans une espèce de roue d'hamster, un pattern de vie complètement débile, mais je pense que le vrai succès, ou moi, ce que je vois, en fait, c'est quand tu as une réussite, mais qui est beaucoup plus holistique. C'est pas le succès en affaires, c'est le succès dans toutes les facettes aussi de ta vie. Et comme tu dis, ça passe par nous et la façon dont on voit la vie et la contribution qu'on veut donner, puis d'avoir une raison d'être qui nous fait avancer. C'est vrai. Mais j'aurais tendance à répondre à ceux qui disent « j'ai pas le goût de faire ce travail-là ». Ma question, c'est « as-tu le goût d'être bien? » Oui. As-tu le goût d'être bien? Puis, qui c'est qui va répondre non à ça? En tout cas, moi, là, j'ai réalisé que mon objectif dans la vie, ultimement, c'est juste ça. C'est juste C'est d'être bien. juste ça. Oui. Pour y arriver, c'est pas simple. C'est là que ça se complique. Exact. Mais l'objectif, il est simple. Puis l'objectif passe par la connaissance que j'ai de ma personne. Parce que si je me connais pas, je vais passer mon temps à prendre de mauvaises décisions. Fait que j'ai un chasseur de tête qui débarque demain matin et qui dit « Moi, je te verrais très bien CEO de cette compagnie-là. Tu as tout ce qu'il faut, etc. » Je me connais pas, là. Mon ego fait « Yeah, sure, c'est magnifique. Let's go, on fait ça. » « Ben oui, t'es capable, Isabelle. » Si je me connais, je vais faire « Non. 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 » Parce que Isabelle, elle ne fonctionne pas bien dans des environnements où elle se fait dire quoi faire. Oui. Ça, elle le sait depuis qu'elle a 20 ans. 14, 12. Ça ne va pas fonctionner. 2 quand tu voulais faire du violon. fait que ça ne marchera pas. Donc, oui. Mon ego, là, j'essaie de le tenir en laisse puis de prendre des décisions qui sont alignées avec juste mon objectif très simple, d'être bien. D'être bien. Puis si je suis bien, je vais faire le bien. Oui. Puis si je fais le bien, bien, ça va en entraîner d'autres à faire ça aussi parce que c'est contagieux. C'est inspirant. C'est contagieux. Puis les gens, c'est une énergie dont on a besoin. C'est ça qu'on veut transmettre. On veut rayonner dans ce sens-là. Fait que ça, c'est mon travail à moi. Fait que si je passe mon temps à prendre des décisions qui me mettent en porte-à-faux avec ce qui m'aligne puis qui me centre,
j'ai perdu, puis je fais perdre les gens autour de moi. Exact. Pas bon. Alors, en terminant, est-ce qu'il y a quelque chose, Isabelle, que tu voudrais partager, qu'on n'aurait peut-être pas exploré dans notre entrevue, qui est important pour toi? Bien, ce que j'ai envie de dire, c'est très tourné vers les autres, dans la mesure où la démarche que je fais en ce moment, autant j'ai énormément de plaisir dans le nouveau contexte terrain de jeu que je me suis donné, d'autrice, mais aussi avec la maison d'édition, les projets qui vont suivre. Puis, je sens que je vais beaucoup m'amuser là. En même temps, c'est très tourné vers l'envie que les gens se réalisent aussi. Puis pour faire ça, j'ai écrit ce livre-là comme un outil de plus pour les aider, mais j'ai envie de leur dire, allez-y. À un moment donné, on arrête de juste cogiter avec des infos qu'on n'aura jamais. Avoir peur, c'est OK. On décide, puis on y va avec le doute, avec la peur. On fait des trucs, puis même si ça ne fonctionne pas, on va être plus avancé qu'avant. Exact. Puis on aura plus d'éléments pour se réaligner un peu différemment, puis faire mieux la fois d'après. Mais on y va, puis on décide qu'on s'en va vers notre lumière, puis que ça va être OK. Puis juste cette décision-là, tu sais, je parle du bonheur dans ce livre-là à la fin, puis pour moi, une révélation, c'est que le bonheur, comme plein de choses dans la vie, c'est une décision. Puis quand tu décides d'être heureux, d'être bien, la décision d'être du côté de la lumière fait en sorte que c'est toujours ça que tu cherches. Quand on parle de mindset, c'est se disposer l'esprit à capter ça, puis à discarter le noir. Puis Dieu sait que dans notre environnement, on en a du noir, puis du gris foncé, puis des mauvaises nouvelles, puis des machins. Mais qu'est-ce qu'il y a de lumineux là-dedans? Qu'est-ce qu'on peut saisir? Et c'est un entraînement, hein? Moi, je remarque, à chaque fois que je reçois une mauvaise nouvelle, j'ai toujours le contrepoids qui m'est présenté dans les secondes qui suivent. Oui, mais telle affaire. Parce que je cherche la lumière. Puis le message à mon cerveau, il est clair. C'est là qu'on s'en va. Nous autres, on va être bien. On cherche la lumière. Puis en faisant ça, ça a un effet très, très positif sur les autres. Fait que les gens, go, osez, allez-y, faites-vous confiance, ayez confiance. On ne gagnera pas à chaque coup, pas grave. On continue. Ultimement, on avance vers notre lumière pour être bien. Puis la lumière d'Isabelle dans 10 ans, c'est quoi? Oh mon Dieu. Un de mes plaisirs, c'est de ne pas le savoir. Okay. Moi, j'aime l'inconnu. J'aime vraiment l'inconnu. J'aime ça. Quand j'ai un trajet tout tracé, je péris d'ennui, sérieusement. Fait qu'il faut que je me donne certains barèmes ou paramètres, comme là, OK, je commence l'écriture. C'est sûr qu'il va y avoir un deuxième livre. J'ai déjà la structure en tête. Je vais juste me retenir de ne pas l'écrire le temps de faire la commercialisation de celui-là. La maison d'édition, j'ai plein d'idées par rapport à ça, mais c'est pas abouti et j'adore ça. Fait que j'ai comme des... Pour moi, il y a beaucoup de rayonnement associé à ça. Je pense que le message... Tu sais, quand je fais des conférences, les gens me disent « Mais il faut que ton message soit entendu. » Puis moi, j'aime ça entendre ça. La porteur de ballon de ce message-là, ça, je peux faire ça. Ouais. Donc, je vois beaucoup de ça. Puis évidemment, dans mon modèle d'affaires, il n'y a jamais eu de frontières. Il n'y en avait pas dans ma première entreprise. Il n'y en a pas dans celle-là non plus. Donc, tu sais, je veux aller vers les gens. Je parle de choses humaines. Fait que sur la planète, on est tous des humains. Ouais. Donc ça, je vois beaucoup de choses... passer nos frontières que je trouve très intéressant. Mais j'ai un fun incroyable à ne pas le savoir précisément. J'adore ça. Alors, Isabelle, merci. C'est la première fois qu'on prenait le temps de jaser ensemble. Je vois une bâtisseuse visionnaire, authentique au grand cœur. Ça fait du bien d'être inspirée par des femmes leaders comme toi. Et je te remercie d'avoir partagé autant. Ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Et j'espère que ton message va être porteur, surtout pour ma belle communauté d'entrepreneurs qui vivent tous des transitions à un moment donné ou à un autre dans la vie. Ayez confiance, allons-y. Et je pense que ton message est très clair et inspirant. Donc, merci infiniment, Isabelle. Merci à toi. Merci pour ce que tu fais. Merci. C'est vraiment utile. Un grand merci à Big Bang, qui est partenaire d'Histoire d'hypercroissance. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, prenez un moment pour vous abonner et nous laisser un commentaire. Cette petite action aura un grand impact car elle nous permet de toucher encore plus d'entrepreneurs passionnés comme vous. À très bientôt pour une nouvelle histoire inspirante.